plus personne ou presque ne regarde les médias traditionnels. Beaucoup de gens passent l'essentiel de leur temps sur les jeux vidéo, qui est une façon de ne pas voir le réel. Et énormément de gens passent du temps sur les réseaux sociaux où se multiplient les mensonges, les fausses nouvelles. Tant qu'on n'aura pas inventé une application qui pourra dire ceci est une fausse nouvelle, qui d'ailleurs à mon avis ne doit pas être très difficile à faire, un peu comme Shazam qui, quand vous utilisez... peut identifier une chanson. Voilà, Shazam, où il y a Pinterest qui peut identifier une plante, enfin il y en a plein, des dizaines, des centaines de ces applications. Pourquoi il n'y en a pas encore une qui, lorsque vous la confrontez à une information, vous dit elle est vraie ou elle est fausse ? Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. À mes côtés cette semaine, Jacques Attali, avec lequel j'ai le sentiment d'entretenir une conversation, ma foi, depuis 25 ans peut-être, Jacques Attali. Bonjour. Absolument, vous êtes un ami, donc je le disclose, comme on dit. Vous êtes un ami et nous avons eu de longues conversations depuis 25 ans. Que nous pourrons, je l'espère, aujourd'hui poursuivre. Alors, quand on vous présente, inévitablement, on dit que vous avez été longtemps aux côtés du président Mitterrand. On rappellera aussi que vous avez écrit près de 90 livres et que vous aimez beaucoup vous intéresser à ce qui nous a précédés, à notre passé, à notre histoire, peut-être pour mieux anticiper l'avenir. Quoique, j'ai le sentiment, moi, qu'au fil des générations, on a souvent la mémoire courte et qu'on oublie notre passé et que l'on répète souvent les mêmes erreurs. Bienvenue à bord de Contact, Jacques Attali. Merci, je suis ravi d'être avec vous. Alors, dans votre dernier roman, puisqu'on parle justement de ce que nous pouvons oublier, les erreurs du passé. Si je peux me permettre, je dirais mon plus récent. J'espère que ce n'est pas J'admets parfaitement. Le plus récent, qui ne sera certainement pas le dernier. J'espère en tout cas. Est-ce qu'il y en a déjà un en chantier? Oui. Ah oui. Est-ce qu'il vous arrive de n'avoir rien en chantier, Jacques Attali? Non, j'ai beaucoup plus de chantiers que je ne pourrais en terminer. C'est une façon d'accéder à l'immortalité virtuelle? Non, l'immortalité virtuelle vient des livres qu'on laissera sur quelques étagères et des idées qu'on pourra transmettre et des gens qui vous garderont un souvenir de vous. Mais le fait d'avoir des projets garantit d'une certaine façon contre la peur de la mort. On se dit naturellement je ne mourrai pas avant d'avoir réalisé mes projets. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui ont montré que quelqu'un qui n'a pas de projet a moins de longévité. De longévité, oui. Vitalité ou longévité, les deux? L'un va avec l'autre. Vous avez déjà eu peur, craint de mourir sans avoir fait ce que vous vouliez accomplir? Oui, j'ai eu la chance de faire et d'avoir fait beaucoup de choses, mais je ne regarde jamais derrière. Donc j'ai toujours peur de ne pas faire ce que je dois faire. Et j'ai surtout peur du monde que je vais laisser à mes enfants et à mes petits-enfants. Vraiment? Ah oui, je suis terrifié du monde. J'ai des petits-enfants qui auront mon âge vers 2100 et je suis terrifié du monde qu'on leur a préparé. Mais vous ne pensez pas que c'est le lot de plusieurs de ceux qui nous ont précédés qui se sont dit « Quel monde vais-je laisser à mes enfants ?» Bien sûr, on le voit dans l'œuvre de Stefan Zweig, par exemple, oui. Et dans son suicide, qui était une de ses rares preuves d'absence de lucidité, puisqu'il s'est suicidé alors que la guerre tournait et qu'il pensait que Hitler allait diriger la planète avec Staline, qu'il allait être assassiné. Donc il y a des erreurs de ce genre considérables. Se suicider en 1942, c'était une erreur tragique, sans doute d'ailleurs liée à une maladie. Les nuages sont quand même très nombreux devant nous. Davantage qu'ils ne l'ont été pendant l'essentiel de votre vie? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans une génération qui est politiquement, socialement, géopolitiquement, culturellement passée à travers les gouttes, même d'un point de vue très précis. Je suis polytechnicien, c'est-à-dire élève d'une école militaire. Je suis le premier polytechnicien, dont première génération de polytechniciens, première promotion de polytechnicien, qui n'a pas été au combat. Puisque la promotion d'avant moi a été prise dans la guerre d'Algérie. Et la mienne pas. Et j'ai traversé toute cette période sans guerre. Alors évidemment, il y avait des guerres partout. J'ai été mêlé à des négociations de désarmement extrêmement importantes. Il y a eu des tensions internationales extrêmes, des attentats, enfin tout ça. Mais il n'y a
pas tous les nuages qui sont devant nous, avec la dislocation du monde dont on aura peut-être à reparler. Même s'il y a aussi énormément d'espoir fabuleux. Je m'astreins chaque semaine à étudier, à collecter pour mes recherches personnelles, les bonnes nouvelles de la semaine. Et on voit chaque semaine des nouvelles extraordinaires en matière de santé, de technologie, d'innovation sociale, de progrès de la démocratie. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a donc des perspectives positives possibles, mais la pièce est encore en l'air. Mais c'est clair que le propre de la machine à nouvelles, la machine de l'information, c'est de retenir les mauvaises plutôt que les bonnes. Voilà. Ce qui est peut-être loin d'être un cercle vertueux. Peut-être que ça encourage une vision très noircie aussi des choses. Absolument, absolument. Parce qu'une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle ne crée pas les conditions d'une défense contre elle, alors qu'une mauvaise nouvelle entraîne la nécessité de s'en prémunir. Donc c'est pas mal d'avoir beaucoup de mauvaises nouvelles comme occasion de réfléchir à la façon de s'en prémunir, mais ça ne suffirait pas à assurer l'équilibre humain. Et c'est un modèle d'affaires pour les médias qui en ont fait leur chou gras depuis très longtemps. Vous vous êtes d'ailleurs intéressé précédemment parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui vous intéressent. Ça a été la santé, ça a été les villes très récemment, et les médias. Il se trouve qu'ils sont très malades et qu'ils sont pour beaucoup déterminants dans notre perception du monde que nous habitons. Oui, j'ai écrit une histoire des médias depuis les signaux de fumée jusqu'à après-demain. Et on voit clairement, quand on regarde cette histoire, que il y a un bouleversement en cours qui fait que les médias dits traditionnels sont en train de disparaître avec l'apparition de médias nouveaux. Dont nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. On va peut-être en dire un mot, mais avec aussi, d'abord le fait, c'est que le Canada étant d'ailleurs particulièrement en avance là-dessus, plus personne ou presque ne regarde les médias traditionnels. Beaucoup de gens passent l'essentiel de leur temps sur les jeux vidéo, qui est une façon de ne pas voir le réel. Et énormément de gens passent du temps sur les réseaux sociaux où se multiplient les mensonges, les fausses nouvelles. Tant qu'on n'aura pas inventé une application qui pourra dire ceci est une fausse nouvelle, qui d'ailleurs à mon avis ne doit pas être très difficile à faire, un peu comme Shazam qui, quand vous utilisez... peut identifier une chanson. Voilà, Shazam, où il y a Pinterest qui peut identifier une plante, enfin il y en a plein, des dizaines, des centaines de ces applications. Pourquoi il n'y en a pas encore une qui, lorsque vous la confrontez à une information, vous dit elle est vraie ou elle est fausse? C'est pas si hors de portée que ça. Mais je vous rétorquerai là-dessus qu'il y a quand même une marge aussi interprétative entre ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Bien sûr. Et on l'a vécu particulièrement aux États-Unis dans le cadre des campagnes électorales, avec cette histoire, par exemple, du Russiagate et de plein d'accusations où on se dit à l'usure, avec le temps, les contours de la vérité ou de ce qui ne l'était pas se sont définis. Je doute que l'intelligence artificielle ou une app aurait pu, en temps réel, nous dire « à la mensonge ». Elle peut nous dire mensonge dans beaucoup de cas, dans un très grand nombre de cas. Parfois, elle peut nous dire « il y a doute » ou « voilà les deux thèses ». Faites-vous une opinion. Dans ce cas, c'est une opinion, c'est pas une information. Mais il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent, énormément, qui pourraient et devraient être combattues. Il y a beaucoup de chatbots dont la mission est justement de répandre des fausses nouvelles de toute nature. Donc là-dessus, on pourrait faire beaucoup. Pour les médias sérieux, je pense, et je l'ai écrit dans ce livre, mon pronostic est que on va aller vers des médias sur mesure. C'est-à-dire que les gens qui voudront avoir des informations ne feront plus confiance à un titre, à une marque, mais ils feront confiance à des personnes. Donc BBC, par exemple, Le Monde, je ne suis pas sûr que ce soit encore une grande marque, mais Le Monde en France, le New York Times, ne seront plus des références? En effet, je pense d'ailleurs qu'ils ne le sont plus. Le New York Times tient son nombre d'abonnés de son supplément cuisine et de son supplément jeu. Sinon de la présence de M. Trump et de l'opposition que le journal peut lui faire. Oui, mais... Parce qu'il a vendu de la copie. C'est ça.
les vraies sources d'informations sérieuses pour des gens sérieux, ce sont des lettres confidentielles. D'ailleurs, c'est très, très intéressant. Ça renvoie à l'origine. Qu'est-ce que c'est qu'à l'origine, les premiers journaux? Les premiers journaux apparaissent au XIIIe, XIVe siècle, avec les lettres que les marchands vénitiens envoyaient à leurs correspondants pour accompagner les marchandises. Et dans ces lettres, ils parlaient de la marchandise qu'il y avait, mais aussi ils donnaient des nouvelles. Et ils se sont rendus compte que ces lettres avaient une valeur marchande, parce qu'ils contenaient des informations commerciales, utiles, etc. Et donc, parfois, ils ont commencé à en faire 20, 30 exemplaires, 40 exemplaires qu'ils ont vendus. Ils le vendaient d'ailleurs le prix d'une monnaie vénitienne, d'une pièce qui avait une valeur particulière. Et je crois qu'on revient à ça, c'est-à-dire à des lettres confidentielles venant de quelqu'un dans qui on a confiance, et on voit aujourd'hui, tant aux États-Unis qu'en Europe, les podcasts qui sont des choses où on a confiance parce que celui qui le fait est quelqu'un en qui on a confiance, ou des lettres confidentielles très spécialisées, faites par 2-3 personnes qui ne sont pas d'ailleurs souvent des journalistes, mais des gens compétents, et dans lesquels on s'abonne parce qu'on sait que M. X, Y, Z, moi-même, je suis abonné à une centaine de lettres personnelles. Et du coup, on redonne de la valeur à l'information parce qu'aujourd'hui, c'est une commodité qui n'a aucune valeur. Être journaliste, sauf exception, c'est plus un métier qui est très payant parce que la commodité information ne vaut pas très cher, sauf si on accorde un grand prix à celui ou celle qui nous la donne, cette information, et qui pourrait, lui ou elle, encore une fois, nous offrir quelque chose qui a de la valeur. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Et on le voit avec les lettres confidentielles, pas d'ailleurs confidentielles, mais les lettres auxquelles on peut s'abonner de grands spécialistes de médecine, de technologie, de finance, où les gens s'abonnent, qui constituent d'ailleurs pour ceux qui les font des revenus très substantiels. Et soudainement, l'information a de la valeur. Voilà, exactement. Vous disiez tout à l'heure, parce que ça m'intéresse, évidemment, on est peut-être dans de la science-fiction, mais un équivalent de Shazam pour déterminer si oui ou non l'information est juste, correcte. Il faut voir qu'il y a toujours un biais de programmation, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui programme une application et qui décidera de ce qui potentiellement appartient à la vérité ou n'appartient pas à la vérité. Non, je ne suis pas d'accord. Shazam, vous pouvez dire ce que vous voulez, si c'est un quatrième trio de Schubert, c'est le quatrième trio de Schubert. Point. Oui, mais ça, c'est une vérité sur laquelle je suis prêt à m'entendre. C'est plus compliqué quand on me dit que, par exemple, l'ordinateur de Hunter Biden, vous me pardonnerez, l'exemple est un peu usé, mais quand 50 anciens patrons du renseignement disent de concert, c'est du pipeau, c'est de l'intox russe, et qu'on sait quelques mois plus tard que le FBI avait le dit ordinateur, savait qu'il y avait des choses qui s'y trouvaient, alors peut-être rien de compromettant, mais donc que ces gens ont carrément dit le contraire de la vérité, c'est-à-dire que ce n'était pas une opération d'intoxication. Est-ce que Shazam pourrait me dire « Ah, j'ai 50 anciens patrons du renseignement qui sont en train de mentir ou de dire quelque chose qui s'accorde avec leur volonté politique d'éloigner des manettes quelqu'un de toxique à leurs yeux comme Donald Trump. » Non, la vérité n'est pas un rapport de force. Il y a une vérité où il y a un mensonge, où il y a des rapports de force. Si on est dans le domaine du rapport de force, on n'est plus dans le domaine de la vérité. On est dans le domaine de la propagande. Et ce que vous m'avez dit est un exemple clair de propagande dans un sens ou dans un autre. Donc l'application devrait pouvoir dire c'est faux, c'est vrai, ou c'est quelque chose qui n'est ni vrai ni faux. Et qui demande à être arbitré. Voilà. Et vous croyez que c'est dans notre futur proche, cette possibilité de... Beaucoup de gens y travaillent. Par exemple, sur ce qui s'est passé le 7 octobre à Gaza, beaucoup de gens disent c'est un génocide, c'est pas un génocide. Moi, je crois que c'est un crime de guerre, mais que c'est pas un génocide. Il est possible d'arbitrer d'un point de vue factuel au niveau du vocabulaire. Ce qui se passe sur le nombre de morts à Gaza, par exemple, on le sait ou on ne le sait pas, mais on peut aligner les différentes sources en sachant quelles sont les sources. Il arrive à une fourchette. Voilà, le nombre de morts au Soudan, dont personne ne parle. Au Congo, je vous dirais. Au Congo, dont personne ne parle. On peut avoir des sources qui nous permettent de cerner à peu près la vérité en les choisissant les plus sérieuses possibles.
Donc je crois, pour ma part, qu'il y a des choses qui sont du domaine de la vérité. D'abord, évidemment, toutes les thèses platistes, complotistes de toute nature doivent pouvoir être éliminées. Toutes les médecines de charlatans doivent pouvoir être éliminées par la simple confrontation scientifique. Il reste un domaine de l'opinion. Et il faut bien distinguer, je le fais dans mon livre, vérité, croyance et opinion, qui sont 3 choses différentes. Et où établissez-vous la grande différence entre opinion et croyance? L'opinion, c'est je suis confronté à telle chose et mon point de vue est que. La croyance, c'est je crois en cela, je crois en Dieu, par exemple. C'est une croyance que j'ai et elle est inébranlable. Ce n'est pas la même chose qu'une opinion. Même si la démonstration de l'existence de Dieu peut être difficile à faire, c'est une croyance. C'est en cela que c'est une croyance, parce qu'il n'y a pas de démonstration. Je disais tout à l'heure, en commençant notre conversation, qui, j'en suis convaincu, sera tous azimuts, et c'est ce qui me plaît quand on a nos conversations, que dans le plus récent roman, vous vous intéressez à notre histoire proche, celle qui est à écrire dans les 4 ou 5 prochaines années. Et vous faites un parallèle, et je pense qu'il est fécond, entre là où était le monde avant la Première Guerre mondiale et là où il est aujourd'hui. On me parle souvent et beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, et je suis d'avis que notre monde est davantage semblable à celui qui précède la première. Je vous remercie de... En effet, pour moi, c'est ça qui est le plus frappant. 1913 est un moment extraordinairement heureux. C'est un moment d'extraordinaire explosion technologique. Imaginez-vous, la radio, le téléphone, l'ascenseur, le disque, la voiture, l'avion, l'électricité. Un monde nouveau s'est ouvert. Bon. C'est un monde de forte croissance, c'est un monde de grand progrès de la démocratie. Il y a eu la révolution russe de 1905, il y a eu les premiers mouvements anticoloniaux, il y a eu beaucoup de mouvements indépendantistes un peu partout, beaucoup de dictatures sont tombées, le commerce mondial est florissant. Diriez-vous que c'est un monde mondialisé? Extrêmement mondialisé. D'ailleurs, le commerce entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne en 1913 est plus élevé qu'il n'a jamais été dans l'histoire après. Ce qui fait d'ailleurs que personne pensait qu'on pouvait avoir la guerre, parce que le souverain de l'Allemagne, de la Russie... Mais ils étaient tous cousins. Cousins germains. Donc, c'était pas possible. Et puis, brusquement, ça bascule. Donc, nous sommes exactement dans une période comme ça. Il y avait aussi l'idée d'une société des nations, qu'on n'a pas fait, mais qui était déjà dans les tuyaux. Donc tout était en place pour un monde, pour un XXe siècle heureux. Tout était en place pour un XXe siècle heureux. Et on aurait créé la société des nations, on aurait continué à développer le commerce, on aurait avancé vers la démocratie et la décentralisation et la décolonisation. Le XXe siècle aurait pu être parfait. En réalité, comme on sait, ça a été un siècle, en tout cas un premier demi-siècle, et après aussi, de barbarie. Nous sommes exactement là. Nous avons énormément de progrès techniques, nous avons énormément de progrès dans beaucoup de domaines, en particulier de conception de la démocratie, et pour autant, on risque de basculer dans un XXIe siècle épouvantable. Est-ce que le rêve de la mondialisation heureuse, pour paraphraser M. Menck, c'est casser les dents sur la réalité de ce que nous sommes tous un peu différents les uns les autres? La mondialisation heureuse, je ne sais pas qui l'a dit, peut-être Alain Menck, mais ça ne pouvait être vrai que pour quelques personnes. Et il restait toujours le fait qu'il y avait dans la mondialisation un degré d'inégalité croissant, puisque un des grands mouvements parmi beaucoup d'autres, mais une tendance très forte, c'est le fait que les revenus du capital ont explosé au moment où les revenus du travail ont stagné, ce qui s'est caractérisé à partir des années 70 aux États-Unis et partout à travers le monde. Donc, ce qui fait que la mondialisation n'a été heureuse que pour ceux qui avaient accès au capital. Qui sont quand même une fraction très petite de la population. Pour le reste, en l'absence d'un impôt mondial sur le capital, qui n'est pas demain la veille, comme on peut l'imaginer, la mondialisation ne peut que rapporter beaucoup plus à ceux qui détiennent le capital qu'aux autres. Mais pour vous qui avez rêvé d'un gouvernement monde, Non, je pense que dans 2 siècles, nous aurons, si l'univers existe encore et si les humains sont encore là,
L'univers, je pense. La Terre, c'est La une autre Terre, chose. et les humains encore moins. Si cela existe encore... Encore moins. C'est important ce que vous venez de dire. Vous êtes donc pessimiste. Vous pensez non, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. J'ai toujours dit que pour moi, nous sommes comme des joueurs d'un match de foot. Un joueur n'est pas optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur. Un joueur essaie de gagner le match. Et je pense que le match n'est pas perdu. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Mais nous n'avons pas perdu du tout. Mais il y a un vrai risque. Et je pense que si on va dans la bonne direction, on a déjà une telle interdépendance humaine, avec tellement de règles internationales qui peu à peu s'appliquent, pas forcément des règles gouvernementales, mais regardez aujourd'hui le nombre de règles qui s'appliquent à l'humanité tout entière, celles qui ont surgi en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de comptabilité, en matière de normes éthiques. Elles ne sont pas appliquées parfaitement, loin de là, il y a de la barbarie partout. Mais on voit surgir un ensemble de normes qui correspondent à ce que pourrait être un ensemble international. Ils viennent d'ailleurs souvent des entreprises. On voit les entreprises mondiales en matière de comptabilité. Prenez même un exemple aussi sommaire que la publicité. Les entreprises de publicité mondiales ont des règles entre elles. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Mais des standards mondiaux en termes d'éthique, je ne sais pas si c'est applicable parce que la vision même de ce qui est éthique change de l'Afrique à l'Amérique. Je vois la politique étrangère, par exemple, des pays riches se casser les dents, pardonnez l'usage répété de l'expression, mais sur des pays où on n'a par exemple pas envie d'entendre parler des mouvements trans, où on dit, ben, écoutez, justement, c'est peut-être votre truc à vous en ce moment, chez vous en Occident, mais chez nous, ce n'est pas du tout à l'agenda. Ça reste à la frontière, et on peut considérer que c'est relativement marginal, même si ça concerne des gens pour qui c'est dramatique dans un sens ou dans un autre. Mais il y a quand même une tendance planétaire à la libération des femmes, une tendance planétaire à l'égalité des genres, une tendance planétaire à la liberté individuelle, et les régimes qui ne l'appliquent pas, qui sont encore la moitié de la planète, sont sur le recul, je le dis, sont sur le recul, même s'ils peuvent avoir une victoire provisoire, comme l'a eu Hitler et Staline pendant un moment, mais la démocratie ne peut que l'emporter, parce qu'une des forces de l'humanité, c'est de vouloir la liberté, et la liberté individuelle. Et donc même s'il y a des réactions totalitaires passagères ici ou là, comme certains un peu partout, la force vitale de l'humanité, c'est le désir de liberté. Même en Chine? Plus qu'ailleurs. Je dis même en Chine parce que je me demande jusqu'à quel point c'est pas un pacte tacite consenti entre les Chinois et les autorités. Donnez-nous ce qu'il faut pour nous arracher à la misère et nous sommes très prêts à vivre dans un monde ordonné, pour ne pas dire totalitaire. Ce fut certainement l'accord qui fut passé implicitement il n'y a pas très longtemps, pas au moment de Deng Xiaoping, et qui progressivement a continué. Mais le basculement vers un régime totalitaire qui est récent dans la société chinoise, et l'incapacité de la Chine d'assurer la croissance qu'elle avait promis à ses populations. Le fait que les gens réagissent en n'ayant plus d'enfants, ce qui est un effondrement. La Chine, cette année, va commencer à décroître. Mais ils ont été contraints de ne pas en avoir aussi pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ils disent, attention, il faudrait que vous en fassiez davantage. Ils vont descendre, ils vont perdre la moitié de la population chinoise. Et ils vont d'ici 2100. Voilà. Et ils vont devenir vieux avant d'être riches, ce qui est mortel pour une nation. Devenir vieux avant de devenir riche, c'est mortel. Donc la Chine n'a pas d'autre solution que celle qu'elle tente, c'est-à-dire de redevenir leader mondial dans les technologies pour porter une croissance et être impérialement dominant par les technologies. Je ne pense pas que ça va marcher, parce que je pense qu'une nation totalitaire ne peut pas être leader en matière d'innovation, parce que l'innovation suppose l'esprit critique, la liberté. On l'a vu avec tous les cas précédents. Et les élites vont partir. Ou alors, ce que je crois le plus vraisemblable, c'est que la Chine, n'ayant plus les moyens d'être la superpuissance économique, va devenir une nation militariste. Et elle va ce qui est largement amorcé. Ce qui est déjà amorcé. Et militariste au sens de orienter sa jeunesse vers le nationalisme et non plus vers la croissance individuelle. Est-ce qu'il va réussir? C'est ce qu'a fait Hitler. C'est ce qu'a fait Staline. C'est ce que font tous les dictateurs lorsqu'ils n'ont plus les moyens d'assurer la croissance économique. C'est une fuite en avant?
C'est une fuite en avant qui se traduira sans doute par... on le voit, regardez, moi je suis très intéressé par regarder les signaux faibles. Évidemment, comme tout le monde, parmi les signaux faibles, je regarde la musique, qui est très importante, quelle musique on écoute, et le cinéma. En Chine, si vous regardez les films qui ont le plus de succès, sont des films de guerre. Des films de guerre, soit des films étrangers, mais surtout des films de guerre chinois, des films sur les victoires antérieures dans l'histoire chinoise, ou des films de guerre de science-fiction. Ça, c'est un signe d'une orientation du pays vers... Qui annonce quelque chose. Qui annonce quelque chose. L'armée chinoise n'est pas encore au niveau de ce qu'il faut pour combattre les États-Unis, mais tout le monde sait que les Chinois ont dit, et en général ils essayent de faire ce qu'ils disent, qu'en 2027, leur marine sera supérieure à la marine américaine et qu'ils pourront conquérir militairement Taïwan. 2027. D'ailleurs, dans le roman dont vous parlez, oui, qui se passe en 2029... Bien heureux soit notre monde. Voilà, j'avais imaginé un monde où M. Trump serait élu, Mme Le Pen serait à l'Élysée et le monde serait dans la pire situation possible parce que les Chinois auraient décidé d'attaquer Taïwan. Voilà ce qui se passe dans ce roman. Parce que les Chinois auraient décidé d'attaquer Taïwan ou parce qu'il y aurait aux manettes des gouvernements dits d'extrême droite? Parce que pour l'homme de gauche que vous êtes, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Quoi donc? Qu'il y ait aux manettes ici en France ou aux États-Unis. Ça ne change rien. L'attaque de Taïwan viendrait d'abord d'une décision qui a été prise en 1950, de jamais on ne laissera Taïwan entre les mains des démocrates. Et ça correspond d'ailleurs à une situation globale. Théorème. Une dictature ne peut pas admettre qu'un pays voisin qui lui ressemble soit une démocratie. Taïwan, dans le cas qui nous intéresse. Celui-là, l'Ukraine avec la Russie, et Israël, démocratie, entourée de nations qui le sont moins. Et je pourrais même dire l'Algérie et le Maroc. Il y a beaucoup d'autres exemples, le Venezuela et le Brésil, beaucoup d'autres exemples. Pour vous, le Brésil n'est pas une véritable démocratie? Non, c'est le Venezuela qui ne l'est pas. Voisin du Brésil. Voilà. Et donc, il y a toujours une tendance à ne pas tolérer un voisin qui peut donner à sa propre population des idées démocratiques. Donc, ce qui se passe en Chine est écrit. Sauf à imaginer ce qui peut avoir lieu aussi. Vous savez, j'ai souvent dit que pour moi, j'ai deux maîtres à penser. Un, c'est Karl Marx, parce qu'il parle des tendances longues. Marx n'est pas marxiste, il est marxien. Il imagine les tendances longues. Nous l'avons fait marxiste, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et Schumpeter, peut-être? Non, mon autre maître à penser, même si Schumpeter est un des meilleurs pédagogue pour expliquer Marx. Capitalisme, socialisme et démocratie est un livre magnifique pour comprendre Marx et pour comprendre l'innovation. Enfin, beaucoup de choses. C'est un livre fondamental. Mon deuxième maître à penser, c'est Shakespeare. Parce que les passions humaines, parfois, arrivent à interrompre les tendances longues. Donc, on peut apprendre dans 5 minutes une révolution en Chine. Monsieur Xi commence à être contesté. On peut apprendre demain matin que tel ou tel leader meurt. Imaginez, M. Trump meurt avant de prendre le pouvoir, ou juste après, et le président américain s'appelle M. Vance. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. En fait, dans le cas qui nous intéresse très précisément, Vance articule mieux le monde MAGA que son patron, M. Trump, qui l'a inventé. Donc, ça, on est évidemment dans toute autre chose et dans un cas de figure radicalement différent. Radicalement différent, mais qui n'est pas invraisemblable. Et l'alliance ou la confrontation entre Vance et Musk va être fascinante. Parce qu'on a deux têtes, là. Pour moi, c'est la confrontation entre le marché et le politique. Le théorème, le marché l'emporte toujours sur la politique dans l'histoire. Parce que l'argent l'emporte toujours sur le politique à terme. Donc je pense qu'entre Musk et Trump, le vainqueur sera Musk. Je peux me permettre une incise? Sous réserve de l'évolution shakespearienne. Alors, je veux revenir justement à cette évolution shakespearienne. Donc, je vous propose une incise sur ce qu'est, comme variable, le facteur humain, les personnalités. La grande politique et nos horizons politiques sont aussi définissables que le sont les caractères des individus. Et vous en avez fréquenté. Les tendances longues sont prévisibles. Moi, je suis convaincu que si l'humanité échappe à ces 3 démons qui sont la tragédie écologique,
la guerre et l'artificialisation de la nature, sur lesquelles on pourra venir, mais qui sont les 3 formes de suicide qui sont devant nous. Si l'humanité réussit à échapper à ça par la technologie ou par la volonté, ce qui est difficile, la guerre, elle est là partout, le suicide écologique, il est là, et l'artificialisation est une tendance qui a commencé il y a 5000 ans et qui se poursuit, l'artificialisation du monde. Si nous échappons à cela, nous avons un monde formidable devant nous, avec une harmonie, une longueur de vie, une qualité de vie, une possibilité de passer aux générations suivantes qui iront comprendre un peu mieux la réponse à la seule question qui vaut qu'est-ce qu'on fait là? Et vous avez une réponse? Non, j'en sais rien. À votre âge, sage? Mais je pense qu'il faut attendre encore 1000 ans pour avoir cette réponse. Qu'est-ce qu'on fait là? Et il faut 50 ou 100 générations de savants pour avancer. Si on y arrive à sortir de éviter ces 3 suicides, ce qui est possible, on pourra y arriver. D'ici là, tous les bugs sont possibles, tous les accidents de parcours, que ce soit des guerres qui tuent 1 milliard, 2 milliards de personnes, tout ça est tout à fait possible, sinon vraisemblable. Et ce qui se passe aux États-Unis en est un exemple. Les États-Unis restent la superpuissance relative, mais plus de puissance absolue. Il n'y a plus de puissance absolue, donc on est dans un monde sans maître, et c'est ça qui en fait le danger. Mais je reviens à ma question sur la variable shakespearienne. Les personnalités ont un impact déterminant sur le cours de nos vies? Déterminant. Moi, je l'ai vécu physiquement, évidemment parce que j'ai eu le privilège de travailler avec un très grand homme politique, le plus grand avec le général de Gaulle de la France du seconde moitié du XXe siècle, et de loin le plus grand jusqu'à aujourd'hui, par sa culture, sa vision, sa stratégie, son souci du long terme. Mais j'ai vu un autre exemple frappant. J'ai été très confronté aux dirigeants soviétiques. J'ai vu après Brejnev un dirigeant exceptionnel qui s'appelait Andropov, qui voulait faire de l'Union soviétique un pays qui resterait totalitaire avec l'économie de marché. Il était sur la ligne qu'a pris ensuite... Gorbatchev. Non, justement pas. Qu'a pris ensuite Deng Xiaoping en Chine, c'est-à-dire un parti très puissant. Avec une économie de marché. Il est mort très vite. Il avait commencé à mettre des technocrates au pouvoir. Il est mort très vite. Il a été remplacé par par la vieille garde qui ne voulait pas de tout ça. Et c'était un personnage, Kakoshim, qui a pas duré longtemps. Et qui est mort au moment où il allait mettre en place un jeune qui s'appelait Romanov, qui allait continuer la stratégie de la vieille garde, c'est-à-dire ni marché, ni démocratie. Et par un coup d'État, Gorbatchev prend le pouvoir et installe non pas la même vision que Andropov, qui était le marché et la dictature, mais la vision inverse, c'est-à-dire la démocratie et la planification, ce qui ne pouvait pas marcher. Ce qui est comme modèle avait été testé par les Américains au Chili, parce qu'on était dans un modèle très semblable, c'est-à-dire de régime autoritaire, sinon dictature, avec une économie de marché. Ça, c'est la vision de Milton Friedman. C'est la vision d'Andropov et de la Chine aujourd'hui. Et de la Chine aujourd'hui. La Chine depuis Deng Xiaoping. Mais ça a quelque chose d'un peu dystopique, c'est-à-dire qu'on se... Par nature, ça ne peut pas marcher. Par nature, le marché entraîne la démocratie. Même si ça prend 20 ans, le marché a besoin de la démocratie, parce que le marché a besoin de la concurrence, qui n'est pas possible en société totalitaire. Il a besoin d'innovation, qui n'est pas possible en une société totalitaire. Sommes-nous dans un modèle ou une économie de marché parfaitement fonctionnelle aux États-Unis? Parce que la concurrence, elle est broyée par des géants qui donnent l'impression aujourd'hui qu'on n'est plus tout à fait dans une économie de marché. Bien sûr, il y a des grumeaux dans le système. et les contre-pouvoirs qui sont nécessaires, comme les autorités de la concurrence, etc., ne fonctionnent pas. Vous disiez tout à l'heure avoir eu le bonheur et le privilège de travailler avec quelqu'un de surdimensionné, François Mitterrand. Je vous pose la question, ses qualités personnelles, sa culture, sont-elles pour autant les garants d'une France aujourd'hui en bonne santé? Parce qu'il a participé à mettre le pays sur une trajectoire. On peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne? Et je vous vois m'interpeller du regard. Ce serait très injuste. Nous avons fait... Mais je vous pose la question, il n'y a pas de... Ce serait très injuste de lui faire porter la tragédie de ce qui a suivi, parce que je vous rappelle qu'il y a eu depuis lors
4 présidents de la République. Mais il a quand même été le premier à instrumentaliser les déchirements à droite et à faire en sorte peut-être que le Rassemblement national... Non, ça c'est une légende. Une légende? Oui, il s'est beaucoup battu contre ceux des socialistes, j'en étais témoin, qui voulaient mettre en avant le Front National. Très, il a dit... D'abord, il était convaincu. Ça a bien servi sa cause électorale. Pas du tout. Il n'en avait absoluement pas besoin. Absolument pas. Et si vous regardez, d'abord, le Front National était à l'époque extrêmement faible, et ça ne l'a pas servi du tout. Après lui, oui, on a fait du Rassemblement National un bouc émissaire, et beaucoup de présidents ensuite n'ont pas été élus. C'est le Rassemblement National qui a été battu. Voilà. Ce qui n'était pas son cas. À aucun moment il a été menacé par le Rassemblement National. À aucun moment, d'aucune façon. Non, ce qu'il a fait d'essentiel, c'était des réformes majeures qui sont aujourd'hui d'ailleurs même pas discutées. La décentralisation, l'abolition de la peine de mort, la création de médias libres, un très grand nombre de lois sociales, tout ça, tout ce qu'il a fait, qui sont aujourd'hui incontestés. Mais entre vous et moi, la France est encore très jacobine pour un pays décentralisé. Oui, elle est pas très jacobine, c'est pas vrai. Centralisée. Non, je ne dirais pas ça. Elle est très bureaucratique. Nous sommes un pays qui a 7 niveaux de collectivité territoriale. On ne peut pas faire mieux comme décentralisation. Seulement, c'est le chaos. En Allemagne, il y en a 2. Au Canada, je suppose qu'il y en a 3. C'est une folie. Nous avons 7 niveaux de collectivité territoriale. Ce qui fait d'ailleurs des lourdeurs, des coûts inacceptables. Parce qu'en France, on ajoute, on ne supprime pas. Donc, on est un pays très décentralisé, mais décentralisé à 7 niveaux, ce qui est absurde. Avec un pouvoir centralisé qui emmène quand même très large. Très faible. Depuis François Mitterrand, le pouvoir central, et c'est d'ailleurs une illusion, le pouvoir central a beaucoup perdu. Il a perdu pour des bonnes raisons. Racontez-moi. Il a perdu pour des bonnes raisons. Il a perdu le pouvoir monétaire, c'est l'euro. Il a perdu par les privatisations, puis le pouvoir industriel. Il a perdu par les décentralisations innombrables qui ont été faites, qui ont fait que beaucoup de choses sont passées aux régions, aux départements, aux collectivités locales. Il a perdu par le fait qu'on a fait l'Europe, et donc beaucoup de choses sont passées à l'Europe, indépendamment de l'euro. Il a perdu parce qu'on a ouvert les frontières et le marché est devenu dominant. Il a perdu aussi d'une façon plus perverse et extrêmement discutable, c'est qu'on a transformé beaucoup d'appareils de l'État en agences indépendantes, en autorités indépendantes. C'est plus le ministère de la Santé qui décide de la politique du médicament, c'est une autorité indépendante. C'est plus le ministère des Finances qui décide de la cohérence des marchés financiers, c'est une agence des marchés financiers. Ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères qui décide de la politique d'aide au développement, c'est l'Agence française du développement. En principe, ces agences dépendent de l'État. En réalité, elles sont totalement autonomes. Mais seriez-vous devenu souverainiste? Parce que je vous entends décrire, particulièrement le déplacement d'autorité de pouvoir hors de Paris. Si on écoute bien ce que j'ai dit, ce que je n'aurais pas fait. Voilà, ce que nos auditeurs pourront faire, j'ai dit parfois pour de bonnes raisons. Je l'ai dit. Donc pour moi, la construction européenne est une évolution positive. Et je suis ravi que le pouvoir central français ait perdu du pouvoir au bénéfice de Bruxelles. Je suis évidemment ravi que l'euro existe et je suis même pour la constitution d'une armée européenne, d'une défense européenne. Mais on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait, mais il y a maintenant un consensus pour y aller. Vous pouvez dire merci à M. Trump. Il vous aura collectivement forcé, nous aura collectivement ici. Absolument. Et je pense que le Canada ferait mieux se prémunir de devenir le 51e État américain, parce que M. Trump fait souvent ce qu'il dit, même s'il n'en a pas toujours les moyens. Ça ne se fait pas seul non plus. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas tout à fait les moyens. Mais quand M. Vance a dit, je crois que c'est lui, si les Européens ne laissent pas M. Musk développer ses affaires en Europe librement, nous retirerons les États-Unis de l'OTAN. C'est une phrase insensée. Ce qui montre qu'ils sont prêts à utiliser le chantage de l'OTAN pour tout et n'importe quoi, y compris pour les intérêts privés. Oui, qui est un conflit d'intérêts évidemment violent entre les règles du marché, les affaires de M. Trump et les affaires de l'État. M. Musk. Beau lapsus, puisque j'ai dit les affaires de M. Trump, qui sont peut-être par extension celles de M. Musk, mais je vous dirais surtout que les affaires de M. Trump sont devenues celles de M. Musk. Voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Exactement. Mais je veux revenir à
à ce pouvoir qui a été consenti à Bruxelles ou à l'Europe, vous dites assez justement que si la France aujourd'hui n'était pas camouflée au sein de l'Europe, Exactement. ça serait l'Argentine. Exactement. Je dis ça parce que la France est le pays de l'Union européenne, le seul pays de l'Union européenne qui cumule les 4 déficits. Déficit du budget primaire, c'est-à-dire du budget hors service de la dette, déficit du commerce extérieur et déficit de la balance des paiements. Aucun pays européen n'a ces 4 saignements, en quelque sorte. On est les cancres de l'Europe? Tout à fait. Tout à fait. Pour une raison, on est caché derrière l'euro. Sans l'euro, on serait en effet dans un désastre extrême. C'est pour ça qu'il m'arrive de penser que la grande qualité de l'euro ne suffit pas à nous prémunir de notre propre faiblesse. Nous sommes dans une situation de lâcheté française extrême, on jouait des petits jeux sans voir que nous avons des efforts énormes à faire. On travaille beaucoup moins que d'autres. On a une société extrêmement injuste. On n'a pas de projet. On n'a aucun projet. Encore une fois, on parlait tout à l'heure des projets individuels. C'est la même chose pour la France. C'est pour ça que j'étais ravi d'entendre le président de la République française dans ses vœux évoquer 2050. Enfin un horizon. Parce que sinon, les projets, ça a été, je ne dirais pas accessoire, mais les Jeux olympiques ou Notre-Dame de Paris. Et ce qui, en soi, ne mobilise pas... Non, mais c'est la preuve que quand on a un projet, on peut le faire. Oui, mais... on l'a fait très bien, évidemment. Mais, est-ce que l'éthos national peut se définir autour naturellement, non. D'une certaine façon, Notre-Dame, ça fait partie du cœur de l'identité française. Donc, moi, j'ai une passion pour cet endroit et tous les Français et le monde entier a une passion pour cet endroit. Donc, c'est bien de l'avoir fait, d'avoir bien fait. Je dirais de toute façon, c'est la moindre des choses. Mais ça a été bien fait. Et ça montrait que si les Français ont un projet, ils sont capables de se mobiliser. Mais j'aimerais... Mais c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour le Brésil, c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour l'humanité tout ensemble. Quel est notre projet ? Moi, j'ai une idée claire du projet. Pour moi, le projet, ça doit être de détruire l'économie de la mort, c'est-à-dire tout ce qui utilise l'énergie fossile, le sucre artificiel et les drogues, qui représentent 60% du PIB mondial et autant en France, et de développer l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la culture, les énergies renouvelables. Ça, c'est un projet simple qui peut être mobilisateur, mais encore faudrait-il qu'on en développe Plusieurs questions sur cette économie de la mort et particulièrement en lien avec la transition vertueuse, la transition verte ou écologique. Qui n'est qu'une des dimensions. Alors, je suis avec vous, d'accord, mais on a masqué plusieurs réalités. Par exemple, des puissances qui aujourd'hui davantage utilisent le charbon qu'ils ne le faisaient en d'autres temps au nom de cette transition, c'est-à-dire qu'on a renoncé à des formes d'énergie propres, comme le nucléaire. Je ne parle pas que des Allemands, mais les Allemands sont à montrer du doigt. Et dans ce monde, le pétrole est souvent le moindre des mots, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on pourrait davantage diaboliser avant de parler du pétrole. Non, les énergies fossiles incluent pétrole et charbon. Oui, mais est-ce qu'on peut du jour au lendemain, ça ressemble à un mix depuis l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que... il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Et on peut aller beaucoup plus vite qu'on ne va. Les Chinois, qui sont le premier utilisateur du charbon dans le monde, sont en train d'aller à une vitesse folle vers le nucléaire. Une vitesse folle vers le nucléaire et les énergies renouvelables. Le plus inquiétant, c'est l'Inde, qui, lui, n'a pas encore pris la dynamique de cette croissance vers les énergies renouvelables et le nucléaire. La Chine est dans la bonne voie. Ils font ce qu'ils peuvent. Bon, ils utilisent du charbon, comme d'ailleurs l'Allemagne, folie, la Pologne, folie, et l'Afrique, qui malheureusement n'est pas en situation de gêner beaucoup le monde, puisque c'est une économie très faible. Mais il faut se débarrasser. Mais le pétrole, c'est pas seulement le pétrole. Le charbon sert uniquement à produire de l'énergie en direct. Mais le pétrole sert à beaucoup plus d'autres choses. Nos vêtements, le plastique, les emballages, une grande partie de produits d'alimentation, c'est lié au pétrole. Donc, il faut à tout prix se débarrasser, ce qui n'est pas ce qu'on va faire dans les 4 prochaines années. Même si aux États-Unis, vous connaissez mieux les États-Unis que moi, évidemment, mais il y a des États qui sont très différents de la politique centrale, et qui ont une politique beaucoup plus... la Californie, le gouvernement fédéral, c'est deux mondes radicalement différents, et qui ont une politique vers l'économie de la vie. Santé, éducation, énergie renouvelable, démocratie. La Californie va dans la direction de l'économie de la vie
en complet désaccord avec le reste du pays. Mais je regarde la martingale, qui n'en est pas une, justement en Allemagne, où on a accepté de payer très cher le prix de cette transition, mais en ne la faisant payer à personne. C'est-à-dire que pour l'instant, les impôts n'ont pas beaucoup bougé. Alors vous me direz, il y a de la marge fiscale en Allemagne, davantage qu'en France et peut-être même qu'aux États-Unis, quoique. Il y a un moment donné où on se pose la question de ce que nous aurons ou non les moyens de cette transition. Et je parle des plus pauvres d'entre nous, ceux dont vous disiez tout à l'heure qu'ils ont été malmenés dans les 60 dernières années, parce qu'il y a eu, avec la financiarisation du monde, une monopolisation de la richesse aux dépens de l'essentiel de ceux qui vivent à nos côtés. Exactement. Donc cette transition verte, est-ce qu'on en a les moyens? D'abord, la transition verte n'est pas la seule. Supposons qu'on règle le problème écologique en y consacrant tous les moyens, et qu'on ne développe ni la santé ni l'éducation, nous serions dans un monde barbare. Donc la transition verte n'est qu'une des 4 dimensions de l'économie de la vie, et il ne faut surtout pas considérer que c'est la seule. Je reviens un instant sur l'Allemagne. L'Allemagne a été dirigée d'une façon catastrophique depuis plus de 20 ans. Je le dis depuis le début, Mme Merkel a été une très mauvaise chancelière. Ah, vous êtes un des rares à le dire. Très mauvaise chancelière. Elle a conduit l'Allemagne mauvaise direction. Aujourd'hui, l'Allemagne dépend de la Russie pour son énergie, pour ses importations. Dépendait et dépendait de la Chine pour ses exportations. Bravo, bien joué. C'est le... Nul sur tous les fronts. Nul sur tous les fronts. C'est le jackpot. Et c'est catastrophique. En plus, son industrie automobile est totalement dépassée. Je pense que l'Allemagne est vraiment l'homme malade de l'Europe. Beaucoup plus que la France, qui ne va pas bien, mais qui a au moins une énergie propre et a commencé à prendre le virage des nouvelles technologies. On parle d'intelligence artificielle. Nous avons en France une excellente entreprise d'intelligence artificielle, Mistral, mais nous avons aussi des entreprises dans des domaines dont on ne parle pas. Nous avons 2 entreprises qui sont les leaders mondiaux de la simulation. Or, la simulation, c'est beaucoup plus important que l'intelligence artificielle. C'est même l'étape d'après. La simulation, c'est utiliser l'intelligence artificielle et d'autres techniques pour faire des maquettes virtuelles de tous les objets qu'on va construire. Des usines, des bateaux, des villes, des médicaments, toutes sortes de... Or, les 2 leaders mondiaux de ce domaine s'appellent Thales et Dassault Systèmes. Ces 2 entreprises françaises. Donc, il ne faut pas croire que la France est mal partie dans tous les domaines, pas du tout. Je vous dirais que si l'histoire récente doit être un guide, et M. Montebourg pourrait là-dessus sans doute m'appuyer, il ne faut pas penser qu'une entreprise, parce qu'elle est française aujourd'hui, le sera demain. Parce qu'on a beaucoup aussi, au nom de la mondialisation, accepté de laisser partir une partie de la souveraineté, non? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. D'abord, M. Montebourg, que vous avez cité, a fait passer un texte de décret, je crois, qui protège beaucoup l'entreprise française de toute... Mais elle a été malmenée. Les grands fleurons de l'entreprise française qui se sont retrouvés sous influence américaine, par exemple. Citez-moi lequel, mais les grandes entreprises françaises sont protégées. Aujourd'hui? Vraiment, sont protégées. Ben, vous avez l'impression, vous, que nous sommes en situation de souveraineté ici, économique? Non, on peut nous prendre, et encore, vous savez, il y a beaucoup d'instruments dans la bureaucratie française pour vérifier qui achète quoi. Hein. C'est pas si simple que ça d'acheter une entreprise française, du tout. Prenez la liste des entreprises les plus importantes françaises. Bon, certaines qui sont en bourse ont un capital flottant. Et dans ce cas-là... Deviennent des cibles. Deviennent plus que des cibles. Par exemple, vous avez des entreprises françaises dont 40% du capital en bourse est étranger. Mais si vous voulez déplacer leur siège social ou, plus encore, changer leur nationalité, l'État a son mot à dire. Bon. Mais je vous concède que si vous regardez les entreprises du CAC 40, beaucoup ont un capital majoritairement étranger. Ça, c'est vrai. C'est aussi possible encore d'être un homme de gauche dans un univers à ce point dominé par l'économie de marché. Parce que s'il y a un rêve que vous caressiez, alors vous m'excuserez, peut-être que ça a été trop dit, mais c'est d'incarner à gauche ce que M. Aron avait incarné à droite. Oui, mais l'intelligence au service aussi d'un idéal.
Oui. Est-ce que vous êtes toujours de gauche? Je suis plus que jamais de gauche. Et la gauche, pour moi, c'est la promotion de ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire la justice sociale et le développement des secteurs qui permettront à l'humanité de survivre. Par rapport à l'économie de marché, nous n'échapperons pas à l'économie de marché. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyen de répartir les biens rares, individuels, autres que le marché. Donc il faut utiliser le marché pour ça. Il faut cantonner le marché dans les secteurs dans lesquels il doit être cantonné et définir les autres secteurs comme sanctuarisés. Faut-il laisser le marché entrer dans l'éducation? Oui, mais dominer l'éducation, non. Dans la santé, le laisser se développer, oui, mais le dominer, non. Dans la défense, non. Et donc, il y a des secteurs qu'il faut sanctuariser. C'est ça qui est essentiel. Mais si on laisse le marché, par nature, le marché va tout envahir. En Angleterre, aujourd'hui, il y a un gouvernement travailliste, mais il y a quelque chose dont on parle un peu. Est-ce que vous connaissez MyBobby? Non. MyBobby, vous pouvez, comme au XVIIIe siècle, à Londres, comme la police est catastrophique, très mauvaise, elle n'a pas... Sans embaucher un policier à domicile? Embaucher un policier personnel. MyBobby, ça coûte pas très cher, je crois que c'est 100 € par jour, ou quelque chose comme ça. Un policier qui s'occupe de vous. Donc il y a un développement de la privatisation des services publics qui est en marche et qui est extraordinairement dangereuse. Et un homme de gauche, c'est quelqu'un qui est pour la sanctuarisation des services publics. Mais la tendance lourde n'est pas rassurante de ce point de vue-là. Absolument. La tendance lourde, c'est la généralisation du marché et des inégalités qui impliquent. Et comment se fait-il que les gens de gauche, et ce n'est pas un procès que je suis en train de vous instruire, soient à ce point soucieux, même inquiets du populisme, de ceux qui se revendiquent du peuple? Il me semble que si on est à gauche, on veut se revendiquer du peuple, on le fait fièrement. Or, la gauche me donne par moments l'impression d'être assez cérébrale et loin du peuple. Il y a des partis de gauche qui se revendiquent populistes. En France, un peu aussi, oui. Voilà. Et puis, mais qui sont populistes démagogiques, mais qui s'adressent aux plus basses dimensions par mépris du peuple, en fait. Par exemple, quand un parti pense qu'il faut soutenir les thèses les plus extrêmes d'une religion pour attirer ceux qui sont de cette religion, c'est faire marque de manque de respect pour ces gens qui sont beaucoup plus sophistiqués qu'on croit et qui ne vont pas se laisser prendre dans ce piège. Donc, le populisme, je vous rappelle qu'il commence avec Mussolini. Et on voit où ça mène. C'est-à-dire un parti socialiste qui dérape en dictature. Donc, oui, le populisme est un ennemi. Parce que le populisme... Et il était à gauche, d'ailleurs, au début du siècle. Mussolini était un socialiste. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir gardé en tête. Il y a un risque Trump pour vous? C'est un fait. M. Trump, c'est un fait. Il y a le risque, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir au bout de 4 ans. Le risque, c'est qu'ils déclenchent... Qui force la Constitution, alors? Oui, le risque, c'est qu'il fasse des guerres. Il est erratique. Personne ne sait ce qu'il va faire. Bon. S'il ne fait que ce qu'il dit, c'est-à-dire des tarifs et essayer de faire la paix contre de l'argent, c'est pas si grave. Mais si, d'une façon erratique, il déclenche, il retire toutes ses troupes d'Europe et il nous laisse envahir par nos voisins, ça c'est un peu plus embêtant. Mais ça nous ramène à la question de la souveraineté européenne. Oui, est-ce que l'Europe doit dépendre des États-Unis? Je ne parle pas du parapluie nucléaire, mais doit dépendre des États-Unis. Même le parapluie nucléaire, les Européens doivent comprendre, nous sommes seuls. Le Canada doit comprendre, il est seul. Nous devons tous comprendre que nous sommes seuls. Et sinon que la France a l'arme nucléaire. La conscience de la solitude est la condition de la liberté. Alors on est très libre en Europe en ce moment parce qu'il y aura beaucoup de solitude. Non, mais on ne le sait pas. Dites à un Allemand qui n'a pas compté sur les Américains, il vous rira au nez. Dites ça à un Polonais encore plus. Et un Anglais, évidemment. Donc, non, on n'a absolument pas conscience de notre solitude. Absolument pas. Je vous dirais que le désœuvrement de l'industrie allemande est un marqueur de cette solitude. Oui, c'est-à-dire que les Américains, et là on ne parle pas de M. Trump, M. Biden, s'est régalé de la fin, par exemple, de cette énergie à bas prix russe pour délocaliser l'entreprise et inviter les Allemands, constructeurs de voitures, même l'industrie de la sidérurgie, à qui on dit venez chez nous. Le désengagement des États-Unis à l'égard de l'Europe, ce n'est pas propre à Trump, c'est M. Obama qui a commencé, qui d'ailleurs était
été lui aussi un président très surestimé. Je pense que ça n'a pas été un très bon président du tout. En politique intérieure, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il était en cohabitation. Et en politique étrangère, son bilan est, à mon avis, extrêmement surestimé, sinon catastrophique. Mais les États-Unis se sont dégagés de notre continent depuis 20 ans. Et suffisamment sur la pointe des pieds pour que les dirigeants puissent ne pas le voir. Faire semblant de ne pas le voir. Quand ils ne sont pas partis sur la pointe des pieds, je vous dirais même qu'ils vous ont planté ici en France des couteaux redoutables dans le dos. Je pense à l'affaire des sous-marins, où les États-Unis ont trahi la France. C'est commercial. Voilà. Vous parlez des sous-marins australiens. Évidemment, que la France pensait fournir aux Australiens et que les Américains ont réussi... Oui, mais ça, c'est une opération commerciale. Qui ne devrait avoir aucun impact sur les relations politiques entre les capitales? Il faut être cynique, il faut s'y attendre. J'ai vu des coups bien plus sévères. Par exemple? Le temps n'est pas venu de livrer ses secrets. À l'époque où vous étiez dans le bureau adjacent, voilà. Celui de M. Mitterrand? Voilà. Donc, il y a ce genre de choses. Bien il faut accepter... Enfin, je le sais évidemment, si je vous pose la question, je ne suis pas candide. Mais je me dis, quand même, c'est en rupture avec cette petite musique qui veut, par exemple, que les démocrates étaient les amis naturels de la France, que c'était, avec l'arrivée de M. Biden, le retour à des jours plus harmonieux. Oui, mais ce fut des jours plus harmonieux. M. Anthony Blinken, qui est un ami personnel et accusé d'être français, et parfois à juste titre. Accusé? Oui, aux États-Unis, on l'accuse d'être français. Parce qu'il parle. Parce qu'il a vécu à Paris. Moi, je l'ai connu tout enfant à Paris. Et c'est un être exceptionnel, un grand monsieur. Donc il y a beaucoup de relations entre la France et les États-Unis extrêmement profondes. D'ailleurs, on a vu avec Notre-Dame ce que ça signifiait. Non, les relations ne sont pas manichéennes. Vous pouvez avoir des gens qui nous sont très, très amicaux et puis des gens qui nous sont très hostiles dans la même pièce. Et même dans le même cerveau. Et on peut se tromper sur ceux qui le sont, amicaux, et ceux qui sont hostiles. Je crois. Parce que l'exemple de Biden n'est certainement pas le pire. C'était dur pour l'industrie française que cette affaire et pour la défense française. M. Trump avait certainement une intuition forte en 2016 qui aujourd'hui semble portée par beaucoup de partis. Vous me direz, le Rassemblement national, qui était le front à l'époque, avait déjà mis le doigt là-dessus, c'est l'immigration. La question de l'immigration des frontières était le thème. On riait beaucoup de M. Trump et de son mur en 2016. Or, aujourd'hui, c'est, pardonnez l'expression, très mainstream. Et je vous ai entendu dire... Alors, vous savez, quand c'était, il y a 1 an, l'Europe est devenue une passoire. J'aurais jamais imaginé que ça puisse vous préoccuper. Non, mais j'ai toujours pensé ça. Je l'ai toujours dit. On peut trouver des citations de moi. J'ai toujours été contre les frontières douanières à l'intérieur de l'Europe. Et c'est pourquoi j'étais un acteur déterminé de Schengen. Mais j'étais toujours pour ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire un tarif extérieur commun et des frontières étanches. Disons, élevées, difficiles, pas forcément étanches, mais des frontières, en particulier pour protéger nos industries naissantes et pour protéger notre agriculture. Mais au-delà, l'idéologie de la concurrence européenne est une bonne idéologie si elle reste à l'intérieur de ses frontières, pas à l'extérieur. À l'extérieur, il faudrait une vraie protection. Mais l'enjeu aujourd'hui politiquement, c'est ce que vous avez en d'autres temps appelé l'infranomadisme, c'est-à-dire ce nomadisme des plus démunis. Je l'ai dit et répété, donc là encore, ce n'est pas nouveau. Je l'ai écrit dans un livre d'il y a 25 ans, je crois, qui s'appelait L'homme nomade, où j'ai dit qu'il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les hypernomades, ceux qui avaient le plaisir de bouger par luxe et par intérêt professionnel ou culturel. Les infranomades, ceux qui ne peuvent pas faire autrement que bouger parce qu'il faut survivre. Je viens, dans mon livre sur les villes, je viens de montrer, de découvrir à quel point nous sommes à l'aube de migrations énormes liées aux problèmes urbains. Vous avez des migrations à l'intérieur du pays du Sud qui font qu'on va avoir des villes de 50-100 millions d'habitants qui ne seront invivables parce qu'elles seront au bord des côtes et que ces gens-là vont tout naturellement penser à venir ailleurs, aux États-Unis ou en Europe. Donc, ça fait très longtemps que j'alerte sur ces mouvements. La solution, elle est dans le développement.
de ces pays. Alors, c'est une citation sans doute qui vous a été trop souvent rappelée, mais je veux juste comprendre ce qui a évolué depuis. C'était en 92 Le Monde, alors vous me voyez venir. Pour que la démocratie ne soit pas un frein au développement, elle doit être sans frontières, sinon on aura les frontières sans la démocratie. Telle est la nouvelle utopie, le nouveau projet de civilisation, démocratie sans frontières, où les institutions n'exigent ni des États forts, ni des frontières limitatives. Où est-ce qu'on s'est trompé dans le programme? Non, démocratie sans frontières, ça veut dire la démocratie partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une identité dans chaque pays, parce que pour qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait les gens qui votent, les gens qui ne votent pas, il faut donc des frontières. Mais la démocratie sans frontières, ça veut dire de la démocratie partout. Donc c'est un monde qui n'existe pas? Ben évidemment. Mais c'est dans cet article du Monde, qui était pour moi assez fondateur, j'expliquais qu'il y avait deux forces en marche, le marché et la démocratie. Que le marché, par nature, est sans frontières. Que le marché, par nature, il est sans frontières géographiques, il est sans frontières de compétences, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il estime que tous les secteurs sont bons pour lui. Alors que la démocratie, elle, a des frontières. Elle a des frontières de compétences, elle s'occupe de certains secteurs et pas d'autres, et elle a des frontières géographiques parce qu'elle s'applique dans certains territoires. Donc, si on laisse la démocratie avec des frontières et le marché sans frontières, par nature, le marché va gagner et la démocratie va être détruite. Donc, il faut être jaloux de nos prérogatives. Exactement, jaloux de nos prérogatives et construire des démocraties de plus en plus larges. Mais d'où le formidable projet européen, qui est une démocratie à une échelle d'intégration supérieure pour faire face au marché. C'est un succès à ce jour pour vous, l'Europe? Sans aucun doute. Même si la France s'y cache et peut se permettre donc d'être calamiteuse. C'est un succès. Si l'Europe était divisée... Moi, j'ai toujours dit que si l'Union européenne disparaissait, on aurait un jour une nouvelle guerre franco-allemande. Parce que les tendances invitus, invitam, dimisit, comme disait l'autre. Parce que les tendances reprendraient leur dynamique. Donc nous avons construit quelque chose de formidable. L'intégration des marchés, la banque centrale, la politique commune en matière culturelle, la politique commune en matière éducative, Erasmus, des dizaines de choses qui sont les grands projets d'investissement que nous sommes en train de mettre en œuvre, que les Européens mettent en œuvre. C'est des choses extraordinaires. La politique commune en matière de Covid, ça a été une chose formidable. Tout ça doit être le Parlement européen, évidemment, qui est une instance incroyable. Mais est-ce que c'est une aspiration d'être européen avant d'être français ou italien ou slovène? On peut être 10 choses en même temps. C'est des questions, c'est pas un acte d'accusation. Vous pouvez être 10 choses à la fois. Moi, je suis européen, je suis parisien. Français, parisien, mais j'ai des attaches multiples par ailleurs. Je suis juif, je suis intéressé à la musique brésilienne et j'ai une passion. Le pays au monde qui me passionne le plus, c'est l'Inde. Je me sens chez moi en Inde. J'ai dû être indien dans d'autres vies. Donc, on n'a pas de raison d'être univoque. Donc, il n'y a pas de raison de... Je suis souverainiste, je suis multisouverainiste, voilà, c'est ce que je dirais, multisouverainiste. Mais le communautarisme met à risque l'idée de la souveraineté, parce que... Vous avez raison, le communautarisme, c'est le grand danger. Et c'est ce qui menace, à mon avis, moins la France qu'aucun autre pays. Là encore, nous avons un avantage, c'est que nous avons ce trésor très précieux qu'on appelle la laïcité, qui nous protège du communautarisme, qu'on trouve... Protège, c'est à géométrie variable. Qui nous protège comparé à ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis. Je dirais qu'aux États-Unis, c'est un cas de figure différent. J'accepte tous ces autres exemples, mais le melting pot américain... C'est un mensonge, ça n'existe pas. Il n'y a pas de melting pot aux États-Unis, chacun est dans sa communauté. Non, ça n'existe pas. Je suis en désaccord avec vous là-dessus. Je veux bien. Mais pour moi, la conception anglo-saxonne de la vie commune, c'est non pas la vie ensemble, c'est l'indifférence à l'égard de l'autre. Vous faites ce que vous voulez, mais vous me laissez faire ce que je veux. Et forcément, ça entraîne le communautarisme. Vous avez un communautarisme aux États-Unis partout. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que la logique du melting pot fonctionne encore, ne serait-ce que parce que tout le monde veut participer de ce qui a été beaucoup galvaudé, ce rêve américain qui implique d'abord de transiger en anglais, d'accepter les règles du marché et un certain nombre
de variables qui font qu'on est américain. Allons. Remettez-moi à l'ordre, professeur. Je vous remets à l'ordre. Beaucoup d'Américains parlent espagnol et pas anglais. Mais bien entendu, mais ça n'exclut pas de parler anglais. Ils vivent en espagnol, beaucoup commencent à vivre dans d'autres langues, en particulier dans des langues du Moyen-Orient. Vous voulez qu'on aille faire le tour de la périphérie de Paris? Mais en France, c'est la laïcité, vous pouvez rien faire. On parlait de langue et non pas de religion, mais moi je peux vous amener à certains endroits ici où on ne parlerait pas beaucoup français. C'est pas vrai. On ne peut rien faire en France en dehors de français. C'est la seule langue. Des communautés où on peut vivre sans parler en français? Ben oui. Non. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas aller à la poste. Vous pouvez pas aller à l'agence pour l'emploi. Vous pouvez pas payer vos impôts. Vous pouvez rien faire en dehors de français. Par contre, aux États-Unis, vous pouvez. C'est vrai que pour l'espagnol, il y a certains accommodements. Voilà. Mais ça, et en Angleterre, vous avez des accommodements avec des surtout, mais alors le modèle anglais et le modèle américain, pour moi, c'est radicalement différent. Je suis intéressé par connaître cette différence parce que je ne la voyais pas. Pour moi, ils sont assez semblables. Alors, le communautarisme est une gangrène qui travaille beaucoup plus profondément en Angleterre que les États-Unis. Je veux bien apprendre ça. Vous avez croisé les bras au moment de le dire. C'est donc vous n'êtes pas du tout ouvert à ce que nous en discutions. Non, je suis pas, c'est le contraire. Je veux bien ouvrir les bras si c'est... Non, je suis ouvert à apprendre la différence entre les États-Unis et la Grande-Bretagne que je ne vois pas. La Belgique est dans le même cas et le Canada, permettez-moi de vous dire, il est sur le modèle anglais. Assez, oui, je suis d'accord avec vous. Le communautarisme est en train de tuer le Canada. Et c'est une gangrène qui menacerait donc aussi l'Europe. Puis je vous dirais, l'Allemagne ne fera pas exception non plus. L'Allemagne semble sous réserve de... La France réussit avec ses lois sur la laïcité. Je veux bien qu'elle soit très contestée, très discutée, parce qu'il y a plusieurs conceptions de laïcité, etc. Mais la loi sur la laïcité, telle que les grands professeurs de droit l'enseignent, qu'elle est appliquée par le Conseil constitutionnel, par notre Constitution, par notre Parlement, malgré quelques partis qui voudraient changer cela, ça reste le trésor national. La laïcité, ça reste le trésor national. Et nous sommes un îlot, comme Astérix. Nous sommes un îlot. Mais je suis d'accord avec vous sur le principe. Je dis qu'il y a, malheureusement, des zones où l'îlot est menacé. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est formidable. Et c'est d'ailleurs beaucoup dans les raisons qui font que je suis ici. Vous parlez de ça. Je suis très ami du maire d'une je ne vais pas le citer, de banlieue, à qui j'ai posé avec le même virulence que vous la question, mais qu'est-ce qui se passe chez toi, etc. Il m'a expliqué, il m'a montré, j'ai été dans les quartiers, les gens vivent en français. Même s'ils parlent encore leur langue, ils vivent en français. Mais j'ai vu des mouvements de révolte organisés qui étaient ouvertement fiers de se revendiquer dans l'opposition à la République et à la France. C'est-à-dire, nous sommes français, mais nous la rejetons, la République. Oui, on l'a vu récemment encore. Oui, bien sûr. Mais si vous avez même 1000 personnes qui sont comme ça, on verra que... Ils sont beaucoup plus que 1000. C'était le départ de notre conversation sur les bonnes et les mauvaises nouvelles. On retient ce qui est fâcheux. Avant de se quitter, alors c'est une curiosité qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai fait l'inventaire. Vous me disiez... Enfin, pas moi. Vous disiez, mais je l'ai pris, je l'ai interprété comme étant personnellement, puisque j'écoutais l'interview et ça a résonné. Alors, vous m'avez dit il y a très longtemps que vous ne vouliez pas jouer dans votre boîte noire, que la psychanalyse ou tout autre exercice qui pourrait faire que le système aurait des ratés, vous n'en voulez pas. Mais vous avez dit, concédé, que pour rester bien vivant et en santé, il fallait cultiver une légère paranoïa, un peu de mégalomanie, un soupçon d'hypocondrie et qu'il ne faut pas exclure d'être mythomane un chouïa aussi. Alors, expliquez-moi la recette. C'était évidemment provoquant. Mégalomanie, ça veut dire avoir des projets, ne pas se contenter de la routine. Paranoïaque, ça veut dire se demander si on a des ennemis et ce qu'ils vont faire contre vous. En avez-vous? Oui. Hypocondrie, ça ne m'intéresse pas, mais j'en ai. Hypocondrie, ça veut dire s'occuper de soi, surveiller. Moi, je passe des examens médicaux tous les 6 mois, je fais du sport, je fais attention. Enfin, bon, ça, c'est la condition de vie. Alors, la mythomanie, c'est autre chose. Vous souriez davantage en parlant. C'est un défaut épouvantable. Vous êtes un peu mythomane? C'est un défaut épouvantable. Je suis en train de voir une très jolie série sur une mythomane qui est entrée dans l'univers qui a suivi les attentats du Bataclan pour devenir une fausse victime. C'est un film très intéressant, une série très très intéressante, d'une très grande comédienne, Laure Calamy, qui est vraiment une des plus grandes comédiennes françaises à mon avis. Mais
La mythomanie, si vous êtes, mais vraiment à dose infinitésimale, en situation de dire « je veux ça », et je suis en situation de créer les conditions pour que ça arrive, ça marche. Ça peut aider. C'est un peu comme un brise-glace, ça vous ouvre les portes. Ça fait advenir les choses. À condition d'avoir suffisamment de maîtrise de soi pour pas briller. Et Simon Attali avait ça un peu quand il a décidé qu'il forçait les portes du destin et qu'avec bien peu de choses, d'abord il a fait fortune et a fabriqué, parce que j'aime bien le mot fabriquer, des destins. Puis je parle de ceux de votre frère et de votre sœur et le vôtre. Donc, est-ce que ça prenait pas un peu de mythomanie pour accoucher de ce que vous avez? Ça supposait d'une extraordinaire lucidité, un grand courage, que j'ai d'ailleurs eu du mal à... Je n'avais pas compris ça quand il le faisait. C'est un grand courage, puisqu'il était en rupture totale avec son environnement. En quittant l'Algérie? En quittant l'Algérie en 1956, il fallait être fou pour le faire. Personne ne l'a fait. Parce qu'il avait anticipé. Il avait anticipé tout ça. Il disait, il faut qu'ils soient indépendants, mais nous n'avons pas notre place chez eux. C'est un courage, une lucidité incroyable, qui m'a toujours guidé. Et je reviens à cette idée que pour forcer le destin, pour être le brise-glace, il faut donc un soupçon de mythomanie. Il faut, parce que la seule façon de réaliser ses rêves, c'est d'en avoir, et il faut donc prendre ses rêves pour des réalités. Ça vous est arrivé de vous dire, mes rêves sont devenus des réalités. J'ai accompli quelque chose. Oui, mais je regarde pas. Oui, ça m'est arrivé souvent, mais ce sont des choses modestes ou grandes. Mais je regardais, par exemple, un rêve modeste, c'était je voulais être chef d'orchestre. Bon, je suis devenu chef d'orchestre. Et ça m'amuse. Mais c'est un des rares plaisirs totalement narcissiques et égoïstes que je me reconnais. Et élever des enfants dans le monde? Parce que on a commencé en parlant de votre inquiétude de père et de grand-père. Écoutez, je trouve merveilleux ce mot français, élever. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai bien choisi. Voilà. Qui n'est pas le même mot dans beaucoup de langues. Élever, on peut dire, c'est pas bien comme mot parce que ça renvoie à l'élevage des animaux. Non, c'est pas élever, pas au sens d'élevage. Non, c'est tirer vers le haut. Voilà. Alors, je trouve ça formidablement important. Mais comme disait Khalil Gibran, on n'est pas le père de ses enfants, on est celui qui leur transmet la flèche du temps. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur le degré de satisfaction dans ce qu'on accomplit dans une vie entre le chef d'orchestre qui se fait plaisir à lui, orgueilleusement, et pour le plaisir technique de le faire, et mettre au monde et élever des individus qui seront autonomes et qui porteront la suite des choses sur leurs épaules. C'est essentiel de créer les conditions qu'ils aient les moyens d'être libres, et je passe beaucoup de temps à essayer de les aider maintenant. Mes enfants sont grands, libres et mènent des vies magnifiques. Mais même si mes enfants sont ce que j'ai de plus cher, je considère que je suis, comme chacun d'entre nous, le père de tous ceux qui ne sont pas encore nés. Vous avez bien entendu. Bien entendu, très très bien entendu. Et parce que je pense que c'est lié directement, parce que vous avez parlé de liberté, qui est un cadeau à faire à ceux qui sont nés et ceux qui viendront peupler ce monde. C'est quoi le marqueur pour vous, à la hauteur de votre vie, de ce que c'est que d'être libre? C'est de pouvoir faire des choix contraints par le réel, mais en ayant les moyens d'écarter les murs de la prison qu'est la vie, le plus possible. Vous avez toujours senti que c'était une prison, une contrainte? Bien sûr que c'est une prison. À cause du temps, essentiellement? Bien sûr, seulement à cause du temps. Donc, si c'était parfaitement élastique... C'est pour ça qu'on essaye de laisser quelques traces. C'est pour écarter les murs des prisons, pour trouver une petite faille qui nous permet de passer. L'idée d'allonger la vie, pour vous, c'est une option sympathique à l'humanité? On serait collectivement plus sage? Déjà, essayons de faire en sorte que tous les gens puissent vivre pleinement, sans douleur. Sans douleur. La douleur, c'est très important. Beaucoup de gens... Avant le transhumanisme? Oui. Gestion de la douleur. Je trouve qu'on n'attache pas assez d'importance à la douleur. Quand on me dit, par exemple, est-ce que vous auriez aimé vivre une telle époque antérieure? Beaucoup de gens répondent oui, telle autologie, mais attention, est-ce que vous avez pensé qu'à cette époque... Sans anesthésie. Sans anesthésie. Ça nous ramène à des choses essentielles. La douleur, c'est une des plus grandes injustices. La peur de souffrir aussi. La peur de souffrir, mais la réalité de la douleur, le fait qu'il y a des gens qui ont les moyens de ne pas souffrir, et la plupart des gens qui n'ont pas les moyens de ne pas souffrir.
C'est de rigueur souvent dans ce genre d'exercice, quelque chose qu'on aurait dû dire ou aborder, une précision que vous voulez apporter après notre conversation? On en refera une autre. On en refera une autre avec plaisir. C'était un bonheur que de vous Moi aussi, retrouver. comme toujours, cher ami. J'aime ces échanges. C'est un peu comme du tennis, mais du fond du court. On s'est renvoyé la balle. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. Si ça vous a plu, vous likez, vous aimez. Je sais, c'est du très mauvais français. Mieux encore, vous vous abonnez parce que ça fait toute la différence. Jeanne Croteau est à la réalisation. C'est Philippe Lorange à la recherche. Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt. Et au revoir, Jacques Attali. À bientôt, Stéphane.